Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du LG Optimus L3 II, autrement connu sous sa référence LG E430. Donc, c'est le nom, c'est la référence de ce mobile. Le LG Optimus L3 II est un mobile que j'avais eu l'occasion de vous présenter lors d'une vidéo de preview sur le salon de Barcelone. Donc, c'était en février 2013, donc c'était le salon MWC. Et puis c'est aussi un téléphone que j'ai eu l'occasion de vous présenter récemment lors d'une vidéo de déballage, donc vidéo de déballage au cours de laquelle je vous ai montré cette boîte, le contenu de la boîte, à savoir le téléphone dans un premier aperçu encore, mais aussi les accessoires. Donc aujourd'hui on est sur la vidéo de test qui va se découper en deux grandes parties, classiques chez Top 4 Phone. Première partie c'est le matériel, donc à savoir qu'est-ce qu'embarque ce téléphone, quels sont ses composants, mais aussi l'esthétique. Et la deuxième partie, c'est nécessairement le système d'exploitation, l'éventuelle surcouche graphique, et pour le coup, il y en a une, et puis plus largement, l'usage que l'on peut avoir de ce téléphone. Donc ce sont les deux grandes parties classiques chez Top 4 Phone que l'on retrouve dans cette vidéo, une nouvelle fois. Et à la fin de cette vidéo, eh bien, on aura une conclusion, encore une fois de plus classique, au cours de laquelle on se dira si oui ou non, ce fameux L3 II est un téléphone que je vous recommande à l'achat. Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste resituer un petit peu ce qu'est ce fameux mobile. Alors le L3 II, c'est tout simplement, et bien son nom l'évoque, la deuxième génération du L3. Le L3 est sorti en 2012, le L3 II est sorti en 2013. Le L3 II fait partie d'une gamme entière qui s'appelle la gamme L, dotée d'un style propre, un design propre chez LG, donc qui est le L-Style d'ailleurs, sur lequel on va revenir d'ici quelques instants. Et donc en 2013, tout simplement, cette gamme a été complètement refondue. Donc en 2012, on avait le L3, L5, L7 et L9, première génération. En 2013, on a le L3, le L5 et le L7, deuxième génération. Le L9 n'est pas encore commercialisé, ni officialisé d'ailleurs, mais on a de bons espoirs qu'il le soit pour la fin de l'année. Alors, le L3 II, c'est tout simplement aussi le plus entrée de gamme des téléphones LG dit type smartphone. On n'est pas sur un basique, on est vraiment sur un smartphone, et on est sur un smartphone qui, entrée de gamme, vaut moins de 120 € mobile nu sur le web en juillet 2013. Donc, moment au cours duquel je fais cette vidéo. Donc, on est en juillet 2013, je fais cette vidéo, le téléphone vaut moins de 120 € sur le web mobile nu. Alors, particularité, c'est un entrée de gamme, il n'est pas très cher, on le voit. Particularité, il est très difficile à trouver sur le web en ce moment. Il y a un seul opérateur qui l'a commercialisé, en ce moment pack opérateur, et rares sont les vendeurs sur le web, mais il y en a quand même qui commercialisent ce mobile. Donc il est un peu difficile à trouver, mais une fois qu'on l'a trouvé, il est effectivement disponible en stock. C'est pas de la précommande. Alors c'est un mobile qui est forcément un mobile entrée de gamme, c'est un mobile compact, on va le voir ici tout de suite, puisqu'on va analyser son esthétique, et c'est un mobile qui présente de bons petits points, mais qui reste résolument à l'entrée de gamme. Voilà. Alors, la première partie, l'esthétique du téléphone. Donc je vous l'ai évoqué, on est sur un nouveau style, on est sur le nouveau L-Style. Alors en 2012, on avait un style LG qui était très anguleux, très carré. Pour le coup, en 2013, on est sur un style qui est très en arrondi. Le téléphone est totalement en arrondi. C'est d'ailleurs ce sur quoi justement je m'étais attardé sur la vidéo de test du L5 II, puisque j'ai aussi l'occasion de le tester, de vous le présenter. Là, on est sur le L3 II et qui reprend vraiment le code stylistique qu'avait déjà utilisé le L5. Donc on est sur cette nouvelle veine stylistique propre à LG, avec un arrondi très prononcé justement sur les côtés du téléphone et avec une face avant qui forcément est plane. Logique, il n'y a pas d'effet de trapèze et autres sur le téléphone. Enfin, quoique, si, on peut dire que ça c'est un petit trapèze, mais bon. Quoi qu'il en soit, on est sur un téléphone qui est un smartphone avec vraiment un style propre à lui, en arrondi, propre à cette nouvelle gamme L, et c'est notamment ce que l'on retrouve sur la boîte d'ailleurs, puisque c'est le nouveau L-Style. Voilà. Donc typique chez LG, typique sur cette nouvelle gamme Optimus L. Alors, sur sa face avant, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve ici un écran qui fait 3,2 pouces. 3,2 pouces, c'est à peu près 8,12 cm de diagonale, je crois. Un écran sur lequel je vais revenir d'ici quelques instants. Au-dessus de l'écran, on retrouve ici un marquage LG, et au-dessus du marquage LG, on retrouve un écouteur, qui n'est pas qu'un simple écouteur, puisqu'il fait aussi office de haut-parleur. Mais on va revenir aussi sur cette notion. En dessous de l'écran, on retrouve ici un bouton, qui est le bouton physique, mais qui est le bouton retour à l'accueil, en fait, un bouton accueil, qui présente une particularité, comme on va le voir d'ici quelques instants, d'être aussi une LED de notification. En fait, il est entouré d'un petit halo lumineux, multicolore, en fait, il peut être rouge, bleu, vert, et donc vous pouvez paramétrer cette notion là, et c'est effectivement une LED de notification. Et vous l'avez vu donc à l'instant, deux touches sensitives qui sont rétroéclairées, une touche back ici et une touche menu contextuel. Pour accéder au multitâche, en fait, il faut appuyer longtemps sur le bouton central, et on peut tout effacer, on peut killer toutes les tâches qui sont en multitâche avec ce petit bouton qui est tout sélectionné, tout effacé.
Voilà. Donc ça c'est pour la face avant. Sur le côté gauche du mobile, on retrouve le bouton de contrôle de volume plus-moins. Sur le haut du mobile, le jack 3.5, le bouton on-off. Sur le côté droit du mobile, strictement rien. Et en bas du mobile, on retrouve le connecteur micro USB 2.0 et une entrée micro primaire. Sachant que il n'y a qu'une seule entrée micro, il n'y en a pas deux. À l'arrière du mobile, on retrouve un capteur qui est le capteur photo principal. Mais là encore une fois de plus, il n'y en a qu'un, il n'y a pas de caméra frontale. 3,2 mégapixels. Pas 3,2 mégapixels, pardon, 3 mégapixels tout court, pas de flash LED, on le voit ici, fonction caméra VGA, bon, voilà, on en reparlera tout à l'heure. Un marquage LG, absolument rien d'autre sur l'arrière du mobile, pas de haut-parleur, puisque comme je vous l'ai évoqué, c'est l'écouteur qui fait haut-parleur. Et si je retire le cache batterie, puisqu'il est enlevable, ce cache batterie, comme je suis en train de vous le montrer, cache batterie d'ailleurs qui pour la note est disponible en deux versions, il y a une version gris titane, c'est celle-ci, et une version blanche. Alors, une fois retiré le cache batterie, j'accède ni plus ni moins qu'à la batterie. La batterie est une batterie format propriétaire BL44JN. C'est une batterie de 1500 mAh sur laquelle je reviendrai aussi. On retrouve sous la batterie que j'enlève tout de suite un emplacement pour la carte SIM. La carte SIM est au format classique. Et on retrouve ici un emplacement pour la carte SIM, la carte micro SD qui permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire. Alors la carte SIM, vous l'avez vu, effectivement c'est un format classique. Pour le coup, j'ai jonglé avec une carte SIM format micro. Là n'est pas la particularité, mais vous pouvez très bien faire ce que j'ai fait. Et la carte SIM, vous le voyez, est une carte SIM, vous l'aurez peut-être reconnue, avec le logo que l'on voit en bleu, est une carte SIM Pritel. Vous le savez, Pritel est l'opérateur partenaire de Top 4 Phone, l'opérateur qui nous permet de tester les téléphones avec ses services téléphoniques, que je tiens à remercier et auquel donc je vais laisser la parole. Pourquoi payer le même prix tous les mois pour votre forfait mobile alors que vous ne consommez jamais le même temps? Avec le forfait ajustable modulo, c'est beaucoup plus simple. Chaque mois, Pritel choisit pour vous le palier qui correspond le plus à vos consommations réelles. Les mois où vous téléphonez moins d'une heure par exemple, vous serez facturé au tarif le moins cher. Et si les mois suivants, vos consommations augmentent, Modulo s'ajuste et bascule automatiquement vers le palier le plus adapté. Avec Modulo, vous ne payez que ce que vous consommez. Merci donc à Pritel, notre opérateur partenaire, justement, pour nous permettre d'essayer de tester les téléphones qui vous sont présentés avec ces services téléphoniques. Forcément, ça nous permet d'aller plus loin dans les tests et de bien vérifier la connectivité, notamment de ces derniers. Alors, si je me permets de remettre la batterie, de remettre le cache batterie, forcément d'allumer le téléphone, ça va me permettre aussi de vous montrer bien tout simplement l'écran de déverrouillage, mais surtout l'allumage du téléphone. Vous allez pouvoir le remarquer, on a cette fameuse LED de notification là, qui va s'allumer. C'est un peu l'effet démo. Donc, vous voyez effectivement elle clignote de plusieurs couleurs. C'est tout simplement ce que vous pourrez avoir comme effet de couleur lorsque vous utilisez le téléphone en usage normal, usage téléphonique. Voilà. Donc petit écran de démarrage LG classique, qui peut être éventuellement un peu long, hein, c'est à vous de me dire si vous jugez cet écran de démarrage un peu long, mais on reviendra aussi sur cette notion, les performances du téléphone ne sont pas non plus exceptionnel, donc on est sur un téléphone qui est en entrée de gamme, je le rappelle, et forcément on a peut-être un petit peu de lenteur au niveau de cet allumage. Alors le code PIN de ma carte SIM va être demandé, forcément, encore une fois de plus, vous allez voir que je suis extrêmement original, extrêmement imaginatif, j'ai laissé le code PIN par défaut, 4x0. Ça me permet d'allumer le téléphone, encore une fois de plus, là c'est logique, rien de bien surprenant. Et alors le téléphone se reset, il refait sa configuration, analyse de la carte micro SD, la petite analyse de la carte micro SD, voilà. Bon, le chargeur de notification m'a juste permis d'éliminer les alertes et puis tout simplement de vous remontrer effectivement que l'opérateur Pritel est bien remontré et toutes les normes de connectivité sur lesquelles je reviendrai d'ici quelques instants. Voilà, balayage de la carte micro SD, rien de plus normal, en fait le téléphone est juste en train de vérifier ce qui est stocké sur la carte micro SD. Voilà, c'est fait. Donc c'est pas non plus exceptionnellement long en soi, mais vous l'avez vu, on a quand même une sélection de démarrage, une notion de démarrage qui peut être un peu longuette. Là pour le coup, téléphone éteint complètement rallumé et le set complètement refait, on en a pour à peu près 1 minute. Donc ça c'était pour le tour de propriétaire du téléphone. Alors c'est un téléphone qui tient très très bien en main, tout simplement parce que vous l'imaginez, il a des dimensions qui sont très raisonnables. C'est un téléphone compact, il fait 10,1 cm de long, 6,1 cm de large, 1,1 cm d'épaisseur, le tout pour 110 grammes. Il est léger. Il est léger tout simplement parce que le châssis du téléphone et la carrosserie sont en plastique, donc forcément ça permet d'avoir un téléphone léger. Il est compact parce que son écran de 3,2 pouces ne lui demande pas non plus d'avoir un encombrement supérieur, donc on est sur un téléphone qui tient très très bien en main,
qui est un peu glissant, mais en raison de ses dimensions qui lui permettent de se caler parfaitement dans la paume de la main, on a un téléphone voilà, qui ne pose pas de problème au niveau de son ergonomie physique, au niveau de son ergonomie matérielle. Donc ça, c'était effectivement pour le petit tour du propriétaire. Donc comme je vous l'évoquais, c'est un téléphone qui existe en version grise, gris titane que l'on a ici, puis version blanche aussi. C'est un téléphone qui existe en plus en 2 autres versions. Version simple SIM, celle que je vous ai montrée à l'instant, mais il existe aussi en version double SIM. Et pour le coup, la double SIM n'a pas de bouton physique ici. Elle a par contre 4 boutons, dont un qui permet de gérer la double SIM. Voilà, donc ça c'est la petite originalité de la version double SIM, qui est une version qui est principalement destinée au marché sud-est asiatique, et asiatique plus généralement d'ailleurs, notamment avec la Chine. Voilà, plus particulièrement avec la Chine, pardon. Voilà, donc ça c'était le tour de propriétaire du téléphone, un téléphone qui a, selon moi, une esthétique plutôt sympathique. Le look est bon, franchement le look est plutôt agréable. Alors on remarquera forcément, et c'est ce que je vous ai évoqué, pas de caméra frontale, pas de haut-parleur, c'est l'écouteur qui en fait office, et pas de flash LED. Donc on sent quand même qu'on est sur un téléphone qui a été, voilà, un peu travaillé au niveau de son prix de construction pour vous permettre aussi à votre tour d'avoir un prix de vente client agressif. Mais voilà, on est forcément sur quelques petits manques au niveau du mobile. L'originalité reste quand même cette LED de notification autour du bouton physique d'accueil, bouton d'accueil. Voilà, donc maintenant passons à l'image et le son. Alors l'image, forcément, écran de 3,2 pouces, 8,2 cm de diagonale, donc 8,12 cm de diagonale, pardon. Un écran qui est forcément très très loin des phablettes 5 pouces que l'on voit arriver en 2013 massivement, et tant mieux, on est donc sur un téléphone qui est compact. C'est forcément ce que recherchent les utilisateurs de ce type de téléphone. Il y a aujourd'hui 2 marchés qui commencent à se distinguer, le marché des 4 pouces, voire même 5 pouces d'ailleurs, qui est le marché concrètement des hauts de gamme et des moyens de gamme, et puis le marché des entrées de gamme qui est en dessous de 4 pouces, pardon, tel que le fameux LG Optimus L3 II. Eh bien on est sur un téléphone qui correspond donc à une attente du public, celui d'avoir un téléphone pas cher et compact. Alors pour revenir à son écran, on a un écran qui fait 3,2 pouces, résolution faible, c'est là le problème de cet écran, on est sur une résolution faible de 320 par 240 pixels, donc pardon, 320 par 240 pixels, ce qui nous donne une densité de pixels faible à son tour de 125 ppp, pixels par pouce en français ou pixels per inch en anglais. 125 ppp c'est un peu faible effectivement, on distingue clairement les pixels à l'œil nu, mais ce n'est pas le seul problème de cet écran qui est un entrée de gamme, vraiment un entrée de gamme, l'écran est vraiment un petit écran. L'autre contrepartie, c'est que l'écran n'affiche que 262 000 couleurs. Forcément, c'est lié à la résolution. On est donc sur un écran qui n'est pas mauvais. On est sur un écran qui permet de lire parfaitement ses SMS et ses emails. On est par contre sur un écran qui n'est pas très agréable à utiliser pour notamment des utilisations de type vidéo. Et aussi jeux vidéo. Voilà. Donc on est sur des couleurs qui sont pas forcément ternes, pas forcément fadasses, mais forcément quand on regarde un contraste absolu, lorsque l'on met plusieurs couleurs en confrontation sur l'écran, le fait que cet écran ne soit que de 262 000 couleurs, il y a une sorte de manque, comment dire, de profondeur d'image. Voilà. Donc c'est le point négatif de ce téléphone finalement, sur lequel je reviendrai aussi encore une fois de plus en conclusion de cette vidéo. C'est finalement son écran qui est peut-être, à vous de me dire, un peu fade. Et si vous êtes un amateur de HD, vous le ressentirez d'autant plus. Voilà. Donc ça c'est son écran. Pour la dalle tactile, on est sur une dalle tactile qui est une dalle tactile capacitive qui présente une bonne résistance à la pression. Donc c'est un bon point. On est sur un téléphone voilà, qui a une dalle tactile qui résiste bien. Alors elle n'est pas traitée anti-rayures, anti-casse, elle n'est pas oléophobe. C'est une dalle tactile qui utilise une vitre certes, mais le plus basique possible, la plus basique possible. Mais elle montre bien, elle a une bonne résistance à la pression, même en cas de fort appui. Donc on est sur quelque chose de convaincant. D'ailleurs, chose sur laquelle je n'ai pas insisté il y a quelques instants, c'est notamment la torsion du téléphone. La dalle tactile permet de rigidifier le téléphone. Alors le téléphone est compact, hein, il est dense, mais il est en plastique. Et cette dalle tactile permet justement d'avoir un téléphone qui ne se plie pas, en tout cas qui montre une bonne résistance à la torsion. Donc c'est vraiment un bon point. On est sur un téléphone compact, trapu, robuste, que je vous déconseille malgré tout de jeter par terre pour voir s'il résistera à la casse, parce que selon moi il ne résistera pas, il est trop exposé. Son écran aussi il est trop en arrondi, sa carrosserie est selon moi trop fragile, même si elle ne serait pas lorsque vous le posez sur une table. Pour moi c'est le genre de téléphone qui casse très bien lorsque vous le jetez au sol. Donc n'essayez pas de le faire, j'allais dire n'hésitez pas, non, hésitez à le faire, ne le cassez pas, ne le jetez pas par terre, le téléphone n'est pas prévu pour ça, il n'est pas normé, IP quelque chose, il n'est pas résistant à l'eau, ni à la poussière, ni à la casse. Voilà, donc ni à la chute. Voilà, donc ça c'était pour la dalle tactile. Malgré tout, une bonne dalle tactile qui est réactive, qui n'a pas montré de latence particulière au niveau de son utilisation. On est sur quelque chose voilà, de correct. Au niveau du haut-parleur, comme je vous l'évoquais, on n'en a pas. Donc là, exit le haut-parleur. On est sur un écouteur qui fait office de haut-parleur, parce que tout simplement, il booste le son, il booste son propre son pour essayer de vous le mettre en haut-parleur. Donc ça, c'est la particularité.
L'écouteur, lorsqu'il est utilisé en écoute normale, donc c'est-à-dire en appel conversationnel classique, c'est un bon écouteur, il n'y a pas de problème de son, le son est normal. Le jack 3.5 est un jack 3.5 tout à fait classique aussi, format CTIA, donc c'est le même format qu'un Nexus 4 que j'ai eu. D'ailleurs j'ai utilisé le kit piéton d'un Nexus 4 pour tester ce téléphone. On est sur un jack tout à fait classique, format CTIA, sur lequel vous pourrez brancher vos écouteurs préférés sans aucun problème. Voilà, donc c'est la particularité. Donc par contre, si effectivement votre kit piéton, vos écouteurs ont une entrée micro, eh bien soyez vigilants notamment à la norme CTIA, puisqu'aujourd'hui il y a deux normes, OMTP, massivement utilisée notamment par les constructeurs 100% chinois, et la norme CTIA qui est utilisée notamment par les autres constructeurs européens, sud-est asiatiques, etc. Donc voilà, il y a ces deux normes. La CTIA est à mon sens la plus répandue, non pas en volume, mais en termes de nombre de constructeurs. La OMTP est celle des constructeurs chinois à proprement parler. Voilà, ça c'était pour la note sur le jack. Alors maintenant, petit test de son. Je vous ai évoqué un son qui en haut-parleur est assez particulier. Alors je vais m'exprimer sur cette notion. Le son est procuré par l'écouteur. On sent très bien que le téléphone, pour justement basculer en haut-parleur, va mettre à fond le son, quoi. Il va essayer d'en mettre plein, quoi. Et le problème, c'est que forcément, comme le téléphone va essayer de booster son écouteur à fond, que c'est pas un écouteur, c'est pas un haut-parleur qui est vraiment prévu pour cet effet-là, on sent voilà, qu'il a quand même un peu de mal. Donc c'est pas très très clair, le son n'est pas super pur en mode haut-parleur. Donc voilà, on sent quand même un manque d'honnêteté au niveau du son quand il est en haut-parleur, tout simplement parce que l'écouteur essaie d'en balancer le plus possible pour devenir un haut-parleur. C'est pas clean. Mais l'écouteur en lui-même, quand il est utilisé en écouteur, comme je vous l'ai indiqué, là ça marche pas trop mal, il n'y a pas trop de soucis. Donc ça c'était pour le niveau du son, donc globalement un écran qui montre une image un peu fadasse, pas super nette, pas super belle, mais qui convient malgré tout à ce type de téléphone et qui reste lisible. Et au niveau du son, on est sur un résultat correct, même si le haut-parleur qui est géré par l'écouteur montre une petite faiblesse dans les... il a du mal à avoir un son vraiment net. Alors, maintenant on va parler des performances de ce téléphone. Alors les performances du téléphone, vous le savez, je les monitor, je les benchmark notamment avec deux applications. AnTuTu, Quadrant, sont deux applications que j'utilise pour benchmarker les téléphones entre eux notamment, et puis pour vous donner un score dans l'absolu qui permet de savoir si c'est un téléphone qui est bon ou pas bon. Si j'utilise AnTuTu, on va voir si je vais être obligé de relancer l'application depuis le début, ou si le test a été gardé en mémoire. Eh bien, bonne note, le test a été gardé en mémoire. 5221 points, donc plus de 5200 points. On est clairement sur le score d'un entrée de gamme. Pour moi, un entrée de gamme, ça s'arrête à 6000 points. À partir de 6000 points, on tombe presque au début du moyen de gamme. Bon, cette année, en 2013, on constate même que les moyens de gamme tournent plutôt aux alentours de 8000, 9000, 10 000, voire 12 000 points. Donc ça, c'est plutôt le marché des moyens de gamme actuels. En dessous de 6000 points, on est clairement sur le marché des entrées de gamme. Et puis aujourd'hui, on n'a pas vraiment de téléphone qui tombe en dessous de 4000. Ça n'existe pas en 2013. En 2012, on en avait encore à moins de 3000. Mais en 2013, ça n'est absolument pas le cas. Donc on est sur un téléphone qui a 5200 points. Clairement, oui, c'est le score d'un entrée de gamme. On ne peut pas dire les choses différemment. C'est un score qui va prendre un peu de temps. Enfin, c'est un téléphone qui va prendre un peu de temps sur l'écran de démarrage, vous l'avez vu. Lorsque vous l'allumez pour la première fois. C'est un téléphone qui va avoir des performances un peu longuettes lorsque l'on essaye de passer d'une application à l'autre. Voilà, mais c'est clairement à l'entrée de gamme. Alors, c'est pas que ce téléphone ne veut pas réussir à lancer des applications gourmandes. Des jeux 3D, il va fonctionner. Je vais vous montrer notamment avec Asphalt 7. Mais on a des performances qui clairement sont en retrait. Donc, sur les temps de chargement et autres, on sent effectivement ce manque de performance. Mais c'est pas non plus une catastrophe en soi. C'est un entrée de gamme, je le rappelle. Quadrant. Alors, on va voir si on va être obligé de relancer le test Quadrant. Et malheureusement, oui. Alors là, pour le coup, le test Quadrant va être particulièrement long. N'hésitez pas à accélérer dans la vidéo. Je pense que c'est un test Quadrant qui va durer 2 bonnes minutes. Ça va me permettre justement d'embrayer sur différents éléments qui sont les éléments de composants internes. Donc j'ai dit 2 minutes, j'ai peut-être été mauvaise langue, on va voir. Donc effectivement, c'est un téléphone qui est doté de composants internes, qui sont des composants internes d'entrée de gamme. On est sur un processeur qui est un processeur 1 GHz, donc ça c'est la première chose. On est sur un processeur graphique qui est un processeur graphique qui est un Adreno 200, donc c'est un processeur graphique vieillissant, entrée de gamme. Enfin, la techno est vieillissante. Enfin, l'Adreno 200 est un processeur sur une base vieillissante. Et on a une mémoire vive de moins de 512 MO. Alors, pour le coup, effectivement, j'ai fait un benchmark avec une application spécifique qui s'appelle CPU-Z, parce que la mémoire vive n'est pas donnée par le constructeur. J'ai pas eu cette information. C'est assez étonnant. Mais effectivement, on est sur 512 MO en théorie, dont en réel exploitable, puisque le système d'exploitation en squatte déjà une partie, ne serait-ce qu'à l'allumage du téléphone. On n'est pas vraiment dans ces eaux-là. Donc, on est à 512 MO sur le papier de mémoire vive. Bon,
tout ça, effectivement, eh bien, c'est de l'entrée de gamme. Pour la mémoire de stockage, alors on va revenir aussi sur cette notion-là, mais la mémoire de stockage, il y en a revendiqué par le constructeur 4 Go. C'est-à-dire que la ROM est de 4 Go, par opposition à la RAM mémoire vive. 4 Go de ROM sur lesquels en fait on n'a que 1,75 Go qui sont véritablement disponibles et exploitables par l'utilisateur. Donc 4 Go, c'est ce qui est revendiqué sur la fiche client, enfin la fiche produit pardon, du constructeur. Dans la réalité, vous ne pouvez en utiliser que 1,75 Go. Donc sachant que le constructeur a quand même le mérite de le dire, c'est-à-dire que c'est expressément évoqué sur la fiche constructeur que vous avez 4 Go à la base, que le système d'exploitation en prend une partie, qu'au final il ne vous en reste plus qu'un 75. Donc c'est clairement dit, au moins LG est un constructeur qui est honnête, on ne peut pas lui reprocher cette notion-là parce qu'il y a des constructeurs qui se permettent de ne pas le dire, justement, quelle est la véritable mémoire exploitable. Alors le score qui nous est donné par Quadrant, 2148 points. Bon, précédemment j'avais eu 2200 points, on est toujours à peu près dans les mêmes eaux. C'est clairement le même niveau de score qu'un HTC, alors hop, on va repasser en mode portrait, qu'un HTC Desire HD ou qu'un Samsung Galaxy, qu'un Samsung Nexus pardon, S. Petite précision, le HTC Desire HD c'était un mobile haut de gamme, mais c'était un mobile haut de gamme en 2010. Donc on est sur les performances d'un haut de gamme, certes, mais d'un haut de gamme de 2010. Donc on est clairement sur les performances d'un entrée de gamme de 2013. La technologie, c'est ça. D'année en année, on a des téléphones de plus en plus puissants. Aujourd'hui, un téléphone haut de gamme, c'est plus de 6 fois plus puissant qu'un HTC Desire HD. Hein. Donc on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de puissance que ce que l'on avait il y a 2 ans. Ce téléphone est un haut de gamme d'il y a 2 ans. Voilà, donc c'est pour vous donner une petite idée. C'est la techno qui évolue. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée justement des performances et alors des composants. Alors pour benchmarker les composants, pour savoir qu'est-ce que c'est que l'on a dans ce téléphone, j'utilise une application qui s'appelle CPU-Z. Alors CPU-Z ou CPU-Z est une application assez sympathique qui vous permet de savoir, si vous n'avez pas la fiche produit sous les yeux, qu'est-ce qui est embarqué dans le téléphone. Alors comme je vous l'évoquais, processeur de 1 GHz, simple cœur, c'est un Qualcomm. Pas du tout, c'est le Qualcomm qui est le processeur graphique, le processeur de calcul c'est un ARM Cortex A5, 1 GHz, donc comme on le voit, le processeur graphique est un Adreno 200. Voilà, donc ça effectivement cette application elle est sympathique, d'ailleurs je vous la conseille si jamais vous avez envie d'en savoir un peu plus sur votre téléphone, c'est l'application CPU-Z, voilà, qui vous permet d'avoir quelques infos supplémentaires sur ce qui est installé dans votre téléphone si vous n'avez pas la fiche produit ou si le constructeur ne vous en dit pas beaucoup. Voilà, donc les performances sont clairement les performances d'un entrée de gamme. Maintenant, autre notion du matériel sur laquelle je vais embrayer, eh bien c'est tout simplement la connectivité. Alors le téléphone a une connectivité que je vais qualifier d'adaptée, c'est-à-dire une connectivité correcte pour un entrée de gamme. Alors, à savoir que ce téléphone est un quadriband, c'est déjà une bonne note. Hein. Là-dessus, je ne peux que féliciter le constructeur. J'ai horreur de voir encore des téléphones entrée de gamme à 100 € et quelques, voire qui sont des bibandes ou des tribandes. Aujourd'hui, pour moi, un téléphone qui vaut 100 €, ben, c'est nécessairement un quadriband. En dessous, ben, ça fait un peu pingre. Donc effectivement, on est sur un téléphone qui est un quadriband. Donc déjà, c'est une bonne note, vous pourrez l'amener avec vous partout dans le monde. Il captera tous les réseaux des différents pays dans lesquels vous vous situerez. Ça, c'est la première note. Pour l'Internet mobile avec un grand I, l'Internet, comme on dit, eh bien l'Internet mobile, c'est un 3G, c'est un 3G qui est précisément un HSDPA. Alors c'est un 7,2 mégabits par seconde, pour être encore plus factuel, encore plus précis, donc c'est bien un 3G. Pour les autres normes de connectivité, on est sur un téléphone qui est plutôt bien doté. On est donc sur du Wi-Fi, on est sur un téléphone qui est GPS, mais plus précisément qui est AGPS. On est sur du Bluetooth 3.0, on est sur un micro USB que je vous ai montré qui est un 2.0, une micro SD qui permet d'ajouter donc sous le cache batterie jusqu'à 32 Go de mémoire supplémentaire et un jack 3.5 qui est au format CTIA, qui est pour moi le meilleur des formats de tous d'ailleurs, celui qui est le plus communément répandu. À cela, j'ajouterai tout simplement que l'emplacement micro SD effectivement est sous le cache batterie à côté d'un emplacement qui est celui de la carte SIM et le format de la carte SIM, je le rappelle, qui est au format classique, encore une fois de plus. Voilà, donc ça c'est pour la connectivité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur mon appréciation, alors qui est pour le coup extrêmement subjective sur la connectivité? Eh bien tout simplement on a une bonne accroche Wi-Fi. Alors j'espère justement ne pas avoir d'effet Bonaldi aujourd'hui parce que ma box pour info est en train d'uploader à fond des tests, il y en a 3 qui sont en cours d'upload, donc j'espère que je vais quand même pouvoir me servir du Wi-Fi aujourd'hui correctement. On a une bonne accroche réseau cellulaire, donc là-dessus il n'y a pas de problème, vous le voyez ici d'ailleurs. On est à 5 barres, 4 barres, 3 barres, bon, sur 5, donc avec une petite fluctuation, mais effectivement on est sur une bonne accroche réseau dans un lieu où effectivement j'ai pour habitude d'avoir de
des accroches réseau, on va dire, assez moyennes. Donc on est sur un résultat qui est plutôt convaincant en termes d'accroche réseau cellulaire, donc les antennes de votre opérateur. Et en termes d'accroche satellitaire, donc le fameux fixe satellitaire, on est sur quelque chose qui est aussi tout à fait convenable. Donc pas de problème là-dessus. Au niveau des 3 accroches qui sont Wi-Fi, cellulaire, satellitaire, on est sur un résultat tout à fait convenable, tout à fait convaincant. Pas de problème. Voilà, donc ça c'était pour la connectivité et ça clôt finalement la dernière partie qui était la partie matérielle. Alors maintenant on va aborder la partie logiciel, système d'exploitation, surcouche graphique et usage. Alors, système d'exploitation, il s'agit d'un Android. Alors je vais essayer d'arriver dans le à propos du téléphone. Alors là je suis en train d'entrer dans les paramètres, je vais dans à propos, je regarde les informations sur le logiciel et on apprendra donc que le téléphone est un Android 4.1.2. Et là on voit les beaux pixels qui apparaissent en raison de la densité un peu faible de 125 pp que je vous évoquais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est les beaux pixels. Vous avez vu, je zoome bien méchamment dessus pour vous les montrer. Voilà, donc on est sur un Android 4.1.2 qui est un excellent système d'exploitation, qui est ultra personnalisable, ultra paramétrable. On a un accès au Play Store qui permet de télécharger du contenu bien évidemment supplémentaire, films, jeux, vidéos, donc films c'est les vidéos, livres, musique, applications, jeux, etc. Donc tout est là. Le Play Store qui aussi s'appelle plus précisément le Google Play, c'est son autre nom. Donc disponible sur ce téléphone et forcément vous pouvez télécharger des applications ou des jeux, sachant que le contenu de qualité, je le revendique encore une fois de plus, c'est généralement payant. Le contenu de qualité est payant, ça c'est la grande règle. Dites-vous que vous allez probablement sortir votre carte bleue pour acheter des bonnes applications et des bons jeux. Voilà. Alors effectivement le système d'exploitation est un Android 4.1.2, donc c'est un Jelly Bean, c'est un système d'exploitation qui est totalement maîtrisé par LG. LG fait partie de ces constructeurs qui savent travailler du Android, qui savent non seulement déjà premièrement l'implémenter dans un téléphone, et qui surtout savent aussi faire de la surcouche graphique et fonctionnelle autour. Donc on est sur un système d'exploitation qui est Android, mais qui a été retravaillé graphiquement, ne serait-ce que pour les fonds d'écran, mais aussi les icônes, par LG. Donc la surcouche graphique et fonctionnelle de LG s'appelle Optimus UI, User Interface, UI en français, donc Optimus UI, du nom de la gamme Optimus. On est sur quelque chose donc, qui est bien retravaillé au niveau de son design. C'est pas forcément hyper sexy, mais en tout cas c'est hyper clair. Et on n'est pas dans une débauche d'effets spéciaux. Lorsque je passe d'un panneau à l'autre, on a une petite animation, on a une sorte de petit effet là. On voit les icônes qui se distendent. On a une sorte de distorsion graphique, c'est mignonné, mais on n'est pas dans une débauche d'effets spéciaux et justement ça permet de ne pas pénaliser le téléphone. Donc ça c'est pour l'aspect graphique. Pour l'aspect fonctionnel, on est sur quelque chose qui est un peu retravaillé par LG, mais pas trop. Donc finalement on a des petites applications LG comme du Remote Call Service qui permet en fait de donner la main un technicien sur votre téléphone. On a un Polaris Viewer 4 qui est une application qui permet en fait de voir des documents Excel, PowerPoint et Word par exemple. On est sur des petites applications, des petits usages. On est sur Smart World par exemple, qui est une application qui est en fait l'espace on va dire intermatériel. Par exemple, les téléconnectés de LG ont ce fameux Smart World. Et bien justement, vous avez encore ce Smart World que vous retrouvez sur ce fameux L3.2. Donc voilà, il y a des petites applications supplémentaires, c'est pas non plus le bout du monde. C'est un peu retravaillé. Moi, surtout, l'application que je trouve exceptionnellement bonne chez LG, et je suis vraiment fan de cette application, c'est l'application Quick Memo. Quick Memo est une application qui permet de prendre des notes, et qui permet de prendre des captures d'écran, et qui permet de prendre des notes à la volée sur une capture d'écran. Voilà. Et de l'envoyer. Et vous pouvez effacer. C'est vraiment ultra sympa, quoi. C'est vraiment une très très bonne application. Quick Memo que l'on retrouve sur l'intégralité des téléphones qui sont dotés tout simplement de Android. Donc tous les téléphones Android chez LG ont désormais le Quick Memo. C'est une application qui prend tout son sens forcément quand on a des beaux écrans bien grands avec un stylet, etc. Ça peut être le cas du LG Vue par exemple, qui est un très très bon téléphone que j'avais aussi eu l'occasion de vous présenter lors d'un test. Là, le Quick Memo prend tout son sens parce qu'on est sur un téléphone avec un grand écran, avec un stylet, bon c'est vraiment sympa. Mais même sur un téléphone avec un écran de 3,2 pouces comme le fameux L3.2, on reste sur une application Quick Memo qui est vraiment sympa, qui est accessible depuis le chariot de notification que je suis en train de dérouler, donc qui est accessible en un seul clic, qui permet de prendre des captures d'écran, déjà, ne serait-ce que ça, c'est sympa, qui permet de prendre des annotations, de les envoyer par email, qui permet de prendre des notes type post-it, etc. Donc c'est vraiment sympa, c'est une bonne appli, et j'ai plaisir à la retrouver une fois de plus encore ici, sur le fameux L3.2.
Voilà, pour le coup, après, pour le reste, on n'a pas non plus une surabondance d'effets spéciaux comme je vous l'évoquais et non plus de paramètres. On a un petit menu paramètres qui a été retravaillé par LG. On a un peu de gestuelle supplémentaire, mais voilà tout. Donc on est sur un système d'exploitation qui est très fonctionnel, très ergonomique, très agréable, très bien retravaillé par LG, c'est-à-dire que c'est moins austère que le fameux système d'exploitation que l'on peut avoir de base sur un Nexus 4 où effectivement on a un système qui est peut-être un peu austère, très carré, ça manque de funky hein, sur un Nexus 4 parce que c'est vraiment du Android pur et dur. Hein. Là on a un peu de retravail graphique, c'est très bien, c'est très sympa, mais on n'est pas non plus dans la débauche d'effets spéciaux d'autres constructeurs qui pourrait d'ailleurs pénaliser ce téléphone si justement on a eu trop d'effets spéciaux. Bon, voilà, donc vous l'avez compris, on est sur un OS qui est parfaitement fonctionnel, qui marche très bien et que d'ailleurs je vous recommande. Android est un OS pour lequel j'ai beaucoup d'affection maintenant, que j'ai appris à apprécier au long des années. Alors quand c'était en version 2, j'étais pas fan, en version 4, c'est un très très bon OS. Voilà. Donc ça c'était pour le système d'exploitation. Maintenant pour l'usage même du téléphone. Alors l'usage même c'est est-ce que c'est un téléphone qui est destiné aux particuliers, aux professionnels, aux deux, et bien dans sa version simple SIM, c'est un téléphone qui est clairement destiné aux particuliers. Quand il est en double SIM, à la rigueur, je veux bien comprendre, je veux bien croire qu'il y a des professionnels qui ont envie d'un téléphone pas cher et qui permet de gérer la vie professionnelle et particulière, perso donc, avec deux cartes SIM différentes. Bon, ça c'est le double SIM, on ne reviendra pas, on ne fera pas le sens de l'histoire, mais les double SIM sont bons et sont polyvalents pour cette notion-là. Pouvoir gérer deux lignes téléphoniques, pro-perso en même temps. Les simples SIM, tels que le L3.2, sont à mon sens uniquement destinés au marché des particuliers parce qu'un professionnel aura beaucoup de mal à se satisfaire d'un téléphone comme celui-là. Dans le sens où la qualité d'image n'est pas exceptionnelle, dans le sens où on peut très bien utiliser un agenda, avoir des boîtes email, utiliser un navigateur internet, mais on n'est pas aussi à l'aise qu'avec un téléphone qui a un écran de 5 pouces. Et aujourd'hui, on le sait, les professionnels préfèrent les grands écrans, notamment parce que tout simplement les grands écrans sont sur des téléphones qui valent plus cher, et les téléphones qui valent plus cher sont généralement subventionnés et très bien subventionnés avec des forfaits pro tels que les prennent justement les professionnels. Bon, voilà, donc c'est la petite note, effectivement, les opérateurs tiennent le marché des professionnels, donnent des beaux téléphones, bon, etc. Ce qui fait que les professionnels aiment bien les beaux téléphones. Bon, voilà, c'est un petit cercle finalement qui fait que ce téléphone est plutôt destiné à un marché particulier. Alors, outre les performances qui sont plutôt, on va dire, modestes, outre aussi d'autres notions comme le capteur photo. Alors, le capteur photo, 3,2 mégapixels, enfin, pardon, 3 mégapixels, bon, c'est pas exceptionnel, d'autant plus qu'il n'a pas de flash LED, donc autant vous dire que déjà, vous ne l'utiliserez qu'en journée quand vous avez de la lumière. En soirée, pas possible, ça va donner une bouillie infecte de pixels, donc ça va pas être top. Et même quand vous êtes en journée, on est sur un capteur photo qui n'est pas terrible. Voilà, donc quand je le prends en photo, bon, ça marche, hein, c'est pas le problème, mais on est voilà, sur différents paramètres. En plus, on est sur un téléphone qui propose des paramètres de réglage tout à fait classiques sur Android. Hein. Je le rappelle, on est sur un téléphone Android. Là, l'application photo que je suis en train d'utiliser, c'est l'application photo de base Android. Je peux prendre des petites vidéos aussi, là n'est pas le problème. C'est pas un souci en soi, ça marche très très bien, mais c'est pas de la vidéo HD, c'est de la petite vidéo. Bon, voilà, tout ça pour dire que le capteur photo, c'est vraiment le minima que l'on peut avoir sur un téléphone. Voilà. C'est pas hyper transcendant. Vous aurez d'ailleurs, petite parenthèse, un échantillon du capteur photo sur le site de Top 4 Phone. Donc vous le savez, à chaque fois que je fais une vidéo, je fais aussi un article. Et sur l'article de test de ce téléphone, vous retrouverez ni plus ni moins que ce fameux échantillon de photos que je viens de prendre à l'instant d'ailleurs. Vous le trouverez donc sur l'article publié sur le site Top 4 Phone, donc l'URL que vous voyez déjà en haut à gauche de cette vidéo, depuis le début de la vidéo d'ailleurs. Voilà, donc le capteur photo, on va dire très modeste, très très modeste. Alors, un usage que je ne vous ai pas montré jusqu'à maintenant, il y en a deux d'ailleurs. Je vous ai parlé de qualité vidéo. Et bien on va lancer une petite vidéo YouTube, ne serait-ce que pour se faire une petite idée. Alors on va lancer une petite vidéo YouTube, voilà. Le téléphone est juste en train de me dire que j'ai la possibilité de mettre du DNLA, c'est cool. Ok, effectivement, j'ai du DNLA sur ce téléphone, je peux pousser de la vidéo YouTube directement sur ma télé. Voilà. Quelle que soit la marque de la télé, hein, c'est pas forcément une LG. Hein. Pour le coup, moi j'ai une LG, mais j'aurais pu très bien pousser le contenu sur une Sony ou autre, pour peu bien évidemment que cette télé ait la fonction DNL. Là, je vais lancer une petite vidéo promotionnelle. GoPro Hero 3, c'est la vidéo promotionnelle que je vous sors en long et en large à chaque fois, mais ça vous permet justement de faire une idée de la qualité d'image que l'on peut avoir sur ce téléphone. Alors, je vais peut-être juste me permettre avant tout de nettoyer l'écran. Voilà. Je relance la vidéo. En espérant que mon Wi-Fi veuille bien repartir correctement. C'est là le problème, comme je vous l'ai évoqué, je fais pas mal de vidéos en ce moment, pour vous, notamment, vous le voyez, et la box que j'ai est juste en train d'exploser à chaque fois.
Alors le son est toujours procuré par le haut-parleur que vous voyez là. Je suis en train de me cacher exprès pour vous permettre de le voir, enfin de l'entendre. Donc c'est bien cet écouteur qui sert de haut-parleur. Donc je vais accélérer un petit peu dans la vidéo. Voilà, on voit les pixels, hein, effectivement on voit les trames qui apparaissent. Donc la vidéo est parfaitement lisible, hein, on arrive encore à comprendre ce qui se passe, on voit très bien le sujet de la vidéo. Mais voilà, cette trame de pixels, effectivement, là, celle-là, elle ne trompe pas. On est sur un téléphone qui a une faible densité de pixels, c'est tout. Ça, c'était pour l'usage vidéo. Maintenant, je vais vous pousser un petit jeu. On va mettre Asphalt 7. Et vous allez voir qu'Asphalt 7 tourne sur ce téléphone. Petite particularité, vous l'avez peut-être vu, j'ai Epic Citadel en haut qui m'a permis de tester ce mobile. Et le L3.2 a un score de FPS qui est extrêmement faible. Ce qui fait qu'on peut avoir l'idée, le sentiment d'une image qui peut parfois saccader. Le téléphone va tourner, l'image peut par contre donner ce sentiment de saccade, tout simplement parce qu'on a ce que j'appelle volontairement un low FPS. Alors le FPS c'est le nombre d'images par seconde en français, IPS en français, et c'est FPS en anglais, donc c'est frames per second. Et le nombre de frames par seconde avec mon très bon accent français, eh bien on est sur effectivement moins de 24, on est sur un score de 18. À partir de 24 fps par seconde, à partir de 24 fps, on estime que le téléphone a une fluidité d'image suffisante pour ne pas vous permettre de voir les images par image, de voir la saccade. Là on a moins de 24, on est à 18, alors effectivement on peut sentir un effet de saccade. Voilà, donc on va lancer juste un petit jeu. En plus, petit bug sur Asphalt 7, je pense que c'est plus lié au paramétrage du jeu sur ce téléphone qu'au téléphone en lui-même. Mais par exemple, les boutons, ici normalement je devrais avoir un petit texte dans les boutons, ben, je ne l'ai pas. Bon, c'est comme ça. Alors vous allez voir que le téléphone lance parfaitement le jeu, il n'y a pas de problème. Autre bug que j'ai constaté avec ce téléphone, c'est que le son du jeu Asphalt 7, vous l'entendez peut-être, il y a une sorte de petit couinement là, clac 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 clac, je sais pas si c'est un couinement, enfin en tout cas une sorte de grésillement permanent pendant le jeu, je sais pas pourquoi, mais il y a toujours ce petit grésillement. Et ça je sais pas d'où ça vient, est-ce que c'est le modèle que je suis en train de tester, est-ce que c'est le jeu en lui-même, j'aurais des difficultés à vous le dire. Là pour le coup par exemple on n'entend plus le grésillement, voilà. Alors, vous le savez, je percute volontairement les murs et autres, c'est juste pour vous donner une idée de la saccade que ça peut générer. Vous le savez, dans Asphalt 7, en général, quand on percute un mur ou un objet quelconque, un petit lampadaire, et qu'on sent que l'image ralentit, c'est que le téléphone est sous-dimensionné pour faire fonctionner ce jeu. Bon, là, dans l'absolu, le téléphone a l'air de faire fonctionner le jeu correctement, c'est le cas d'ailleurs, le jeu fonctionne, hein, c'est Asphalt 7, c'est un jeu 3D, un vieux jeu 3D certes, mais il fonctionne. C'est un jeu qui a 1 an et demi maintenant. Par contre, on peut peut-être avoir le sentiment de manque de fluidité d'image. Donc c'est voilà, c'est un peu particulier. Voilà, donc c'était Asphalt 7. Et donc comme je vous l'évoquais tout à l'heure, pour tester le nombre d'images par seconde, j'utilise l'application qui s'appelle Epic Citadel, et qui est une sorte de démo en fait de jeu vidéo, démo dans laquelle en fait on peut parcourir une ville médiévale. Donc c'est du médiéval fantastique, c'est juste pour montrer que la techno Unreal Engine fonctionne sur ce mobile. Et voilà, on va voir comment. Vous allez voir que le temps de chargement est peut-être un peu long. Encore une fois de plus, ça c'est lié à la vélocité du téléphone. Mais une fois que le jeu tourne, une fois que la démo tourne, ça marche, ça tient le coup. Si ce n'est le sentiment de fluidité d'image qui peut être un peu moyen, on va dire, bif bof. Vous le voyez, on a peut-être un sentiment de manque de fluidité, presque de saccade. Voilà. C'est surtout visible ici, vous voyez. On a une sorte de phénomène, c'est pas très lisse quand on descend dans la ville par exemple. On va lancer le benchmark, on va voir ce qu'il en est. Bon, là encore, ça passe encore, hein. Je suis très critique avec ce téléphone. Il y a des notions qui sont encore acceptables. Là on voit le score en bas, 25, 30, bon il essaye tout ce qu'il peut ce téléphone pour tenir, pour accrocher au-dessus de 20. Mais ouais, quand il y a trop d'objets dans l'image, on sent que le téléphone a du mal. Là on vient d'accrocher un très beau 16 fps, on remonte à 20, on retombe à 15, on a des tendances à essayer de monter à 30, mais là voilà, par exemple on est typiquement en dessous de 20. Alors là on sent que le téléphone par exemple ici, vous voyez, a une sorte de phénomène de saccade lorsque l'on monte dans la ville parce qu'il y a beaucoup d'images, beaucoup d'éléments à calculer. Voilà.
Donc ça, c'était Epic Citadel. Et vous l'avez vu, un temps de chargement un peu long, enfin un temps de déchargement, on va dire, un peu long lorsque l'on sort de l'application. Voilà, donc ça c'était le dernier point finalement de cette partie usage et logiciel. Alors maintenant, on va arriver sur ces deux autres points sur lesquels j'ai envie de mettre l'accent justement avant de conclure cette vidéo. Les deux autres points sont notamment l'autonomie de ce téléphone et le DAS. Alors l'autonomie de ce téléphone, elle est juste très bonne. C'est un très très bon point. Effectivement, je suis très critique sur le téléphone en termes d'image, parce que c'est un entrée de gamme, et forcément on est cohérent avec ce prix d'entrée de gamme et ce positionnement, mais la construction même du mobile veut que le téléphone coûte pas cher et qu'on a un écran de moins de bonne qualité. Donc je suis volontairement taclant, agressif, taclant c'est un barbarisme, mais agressif sur cette notion-là. Mais en termes d'autonomie, on est sur quelque chose qui n'est pas mauvais. On est sur un téléphone qui a une batterie de 1500 mAh, je le rappelle, un écran avec une faible résolution de petite taille, des performances modestes. Et bien ce téléphone tient largement 2 jours en autonomie, avant la recharge, donc en utilisation on va dire normale. Une demi-heure d'appel par jour, une demi-heure de SMS, une demi-heure de jeu, ou plutôt de MP3. On a un téléphone qui tient le coup, qui arrive à gérer la chose et qui tient parfaitement 2 journées. Donc on est vraiment dans la bonne tranche des mobiles en termes d'autonomie, forcément parce qu'on est sur un téléphone qui a une belle batterie, 1500 mAh, c'est pas mal, sur un téléphone qui n'est pas énergivore. Donc c'est vraiment un bon ratio entre ces deux notions. Maintenant le DAS, eh bien encore une fois de plus, c'est un très bon DAS, un bon point, enfin un très bon DAS, en tout cas un bon DAS, voilà. Le DAS c'est le fameux débit d'absorption spécifique, c'est ce qui permet de calculer la capacité qu'a un téléphone à émettre des ondes lorsque l'on utilise ce dernier en appel. En France et plus largement en Union Européenne, on a une norme à ne pas dépasser qui est de 2 watts par kilo. C'est d'ailleurs la même norme aux États-Unis. Quand on dépasse les 2 watts par kilo, le téléphone n'a pas le droit d'être commercialisé là où vous vous trouvez. Donc en France, voilà, c'est 2 watts par kilo. S'il en avait plus, on ne pourrait pas l'avoir. Ce téléphone tombe allègrement en dessous des 1, et pourtant c'est un entrée de gamme. Ce téléphone tombe à 0,515 watts par kilo. Alors c'est pas le meilleur élève du marché, on peut pas dire ça, mais c'est clairement dans la bonne tranche basse des mobiles sur le marché. En fait, plus le DAS est bas, moins on a un téléphone qui émet d'ondes, moins on a un téléphone qui potentiellement peut être risqué pour la santé. Je dis potentiellement parce qu'on n'a toujours pas d'études fiables qui nous confirment qu'un téléphone qui émet des ondes est un téléphone dangereux. Mais en attendant, on a un principe de précaution et moi j'ai un engagement moral à vous donner les scores de DAS. Donc effectivement, on est sur un DAS qui est plutôt bon. Plutôt bon pour un téléphone qui finalement reste un entrée de gamme. C'est plutôt sympa. Donc c'est une bonne note. Outre son autonomie, on a un beau DAS. Voilà, donc c'était le dernier point, les deux derniers points sur lesquels je voulais arriver avant de parler tout simplement de la conclusion de cette vidéo, avant de faire la conclusion de cette vidéo, et de vous dire ce que je pense de ce mobile. Alors, on est sur un mobile, je le rappelle, qui est un entrée de gamme, moins de 120 €, mais qui reste un peu difficile à trouver sur le web, un peu difficile à trouver notamment en boutique physique, là-dessus j'en parle même pas, mais sur le web qui reste quand même un peu difficile à trouver. Donc, vous faites une petite recherche sur Google, Google étant notre ami, donc Google est l'ami de tout le monde d'ailleurs, vous faites une petite recherche et là forcément vous arriverez à retrouver ce téléphone. Mais sachez qu'il y a un peu de recherche à faire. On est sur un téléphone qui vaut moins de 120 € et qui a des performances qui sont un peu modestes. On est notamment sur un écran qui a une résolution faible, qui a un FPS faible. Bon, c'est en adéquation avec le téléphone. On est par contre sur un téléphone qui a des performances qui restent cohérentes avec ce positionnement entrée de gamme. Elles sont faibles certes, mais elles ne sont pas non plus catastrophiquement mauvaises pour un entrée de gamme. Elles sont cohérentes. On est sur un téléphone qui présente une connectivité qui est tout à fait sympathique, tout à fait acceptable, qui présente une qualité de fabrication, donc une esthétique qui à mon sens est tout à fait bonne. Là-dessus, pas de souci. On est sur un système d'exploitation qui est tout à fait bien maîtrisé par LG, sur laquelle on a une surcouche graphique et fonctionnelle qui est bonne également, et qui me permet de vous dire encore une fois de plus qu'on a l'application Quick Memo, qui est une bonne application. C'est vraiment un bon point. Et tout ça me permet d'arriver à cette conclusion, de la conclusion qui est que oui, c'est un téléphone sympathique, oui, c'est un téléphone que je vous recommande, c'est un choix raisonnable, c'est un choix raisonné. C'est pas forcément le téléphone le plus transcendant que j'ai eu l'occasion de tester en 2013, ni même précédemment en 2012, ni même en 2011, ni même en 2010 en prenant du recul. Mais c'est un bon rapport qualité-prix. Alors je dis pas performance parce que les performances sont pas exceptionnelles. On a des mobiles chinois aujourd'hui qui sont plus performants. Mais ces fameux mobiles ont une qualité de fabrication, un design, une marque qui est moins sympathique. La marque LG, c'est une marque sympa. On peut avoir de l'affect pour la marque LG. Le design est plutôt mignonné. On est sur un téléphone qu'on n'a pas honte de sortir de sa poche, qu'on a une bonne envie d'utiliser, avec une bonne ergonomie matérielle.
Bon, c'est un bon téléphone, voilà, mais vous le sentez, hein, je suis pas super emballé parce que c'est juste un téléphone qui m'a pas non plus enthousiasmé. Je peux pas m'enthousiasmer pour ce téléphone-là. Quand je compare à des entrées de gamme, cette entrée de gamme, pardon, à des hauts de gamme, forcément, c'est pas le téléphone qui me fait le plus triper sur la planète, mais ça reste un téléphone qui est, encore une fois de plus, je vais dire le mot, mais qui est raisonnable. Voilà. Alors si vous le confrontez avec des mobiles chinois, et maintenant c'est mon autre parenthèse, si vous le confrontez avec des mobiles chinois qui sont vendus au même prix, vous n'êtes pas très fair-play parce que les mobiles chinois proposent des performances qui sont plus élevées. On a des mobiles chinois, notamment chez Wiko, que je cite, qui va être le Sync Plus, qui est un mobile qui est sensiblement dans les mêmes eaux, à peu près au même niveau de prix, mais qui est plus performant. Plus performant en termes de vélocité, écran avec plus de FPS, etc. D'accord, mais on est sur une marque chinoise qui n'a pas l'aspect valorisation de ce dernier LG et qui n'a pas son design ni sa qualité de fabrication. Voilà, ni ce niveau de finesse. Donc voilà les forces finalement de ce LG. Autre force de ce fameux Optimus L3 2, c'est son bon DAS, 0,515 watts par kilo, je le répète, et c'est aussi son autonomie. On arrive parfaitement à tenir 2 jours avec ce téléphone. Et pour le coup, effectivement, j'ai eu beau le tester toute cette journée. Aujourd'hui, il faut le dire, je l'ai testé avant de faire ce test. Je l'ai retesté, j'ai refait les benchmarks pour être sûr de mes scores. Eh bien, j'ai dû consommer tout et pour tout, quinzaine de pourcents de batterie aujourd'hui. Voilà, donc on reste sur quelque chose qui est tout à fait acceptable, qui est même d'ailleurs une bonne note en autonomie. Voilà, je fais la boucle, mais on est sur un téléphone qui a une très bonne autonomie. C'est sans doute d'ailleurs son point fort. L'un de ses points forts. Voilà, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. Une fois de plus, je tiens à remercier nos mon partenaire, déjà notre partenaire, pardon, qui est Pritel, pour justement l'utilisation des services téléphoniques de Pritel pour faire les tests. Donc sachez que Pritel effectivement nous permet, encore une fois de plus, je redis la chose, de tester les téléphones avec les services téléphoniques de la marque. C'est ce qui me permet d'ailleurs d'aller au plus loin dans le test et d'être sûr que le téléphone capte bien. Donc c'est Pritel justement qui me permet ce genre de choses. Donc merci encore une fois de plus à Pritel. Merci aussi à LG qui est une marque avec qui on a le plaisir de bien collaborer dans le sens où on n'a jamais de pression justement de la part du constructeur et c'est vraiment extrêmement positif. Il faut le savoir chez Top 4 Phone, on s'abstient de toute, et vous le savez, de toute pression de constructeur. Quand les constructeurs veulent faire des pressions chez nous, c'est très simple, généralement on ne teste pas leur mobile ou c'est plutôt l'effet inverse qui va se passer. LG est un constructeur pour lequel on a beaucoup de respect, en tout cas personnellement j'en ai beaucoup, parce que justement je n'ai jamais de pression. Et je peux vous dire en toute transparence et en toute honnêteté, vous l'avez bien compris à mon discours, ce que je pense d'un téléphone. Donc je remercie non seulement Pritel, mais je remercie aussi LG pour tout simplement le prêt des téléphones et cette notion de totale franchise que je peux aborder, que je peux avoir avec vous. Donc ce sont des choses sur lesquelles je ne peux que remercier ces deux marques. Je tiens aussi à vous remercier, vous, visionneurs de cette fameuse vidéo de Top 4 Phone, voire lecteur aussi de l'article qui a été publié sur le blog. Merci justement de nous suivre. Si ce n'est pas le cas, je ne peux que vous engager à une chose, c'est à vous abonner notamment à notre flux RSS sur le blog, mais aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube afin d'être tenu au courant tout simplement de la publication en temps réel des nouvelles vidéos. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on publie une vidéo sur YouTube, si vous êtes abonné, eh bien vous aurez tout simplement l'occasion de savoir via une petite news, via avoir un email si vous allez paramétrer votre gestionnaire d'email de cette manière là, les notifications email. Donc vous aurez la chance de voir, enfin en tout cas l'occasion de voir les nouvelles vidéos être publiées et donc d'en être informé. Voilà, donc je suis peut-être pas très clair, mais tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ça n'est pas le cas déjà. Si c'est le cas, je vous remercie. Si ça n'est pas le cas, qu'attendez-vous, hein? Allez-y. Donc ça c'était la deuxième chose. Je vous remercie aussi éventuellement, c'est peut-être le cas, j'en sais rien, j'espère, d'aller sur notre forum qui s'appelle, donc c'est tout simplement le forum de Top 4 Phone, donc c'est top4phone/forum, sur lequel on a une section qui s'appelle quel téléphone choisir. Si jamais vous avez des questions, que vous hésitez entre ce téléphone par exemple ou un autre, et d'autres modèles, enfin voilà, si vous avez une hésitation, que vous ne savez pas quel téléphone choisir, n'hésitez pas à passer sur notre forum. Il y a une section qui s'appelle quel téléphone choisir, voilà, elle est justement nommée. Et cette section nous permet justement de réagir à vos questions, de vous donner des choix, des alternatives parfois. Et surtout, sachez que généralement, Top 4 Phone, donc moi particulièrement, mais aussi les autres contributeurs, rédacteurs de Top 4 Phone, puisque je ne suis pas le seul, répondent en général en moins de 24 heures à vos commentaires, à vos questions. Mais les contributeurs du forum répondent parfois même en moins d'1 heure. Donc voilà, n'hésitez pas à poster directement vos questions sur le fameux forum.
N'hésitez pas aussi à vous abonner, ou en tout cas à vous inscrire à notre page Facebook qui me permet, c'est la petite note, de vous donner le planning de test que l'on a chez Top for Phone, le planning de test en cours et futur. N'hésitez pas également à réagir sur ce planning en nous indiquant quels sont les téléphones que vous voudriez que l'on teste, sachant que malheureusement, et c'est la note que j'ai depuis quelques mois, on a des plannings extrêmement chargés. On est à plus de 5 tests par semaine, je crois, en ce moment, donc c'est extrêmement chargé, vous l'imaginez. Ça fait plus d'un test par jour et on a beau effectivement être maintenant 2 rédacteurs, ça commence à être un peu difficile. Voilà, donc n'hésitez pas malgré tout à publier, en tout cas à poster vos commentaires sur le mur de Facebook, sur notre page. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter, puisqu'on a un compte Twitter qui me permet aussi de vous donner un petit peu des flash news, genre sur la baisse de prix d'un téléphone, etc. Voilà, donc n'hésitez pas, on a le site, le forum, la chaîne YouTube, Facebook, Twitter, tout ça c'est là pour vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à commenter largement, lâchez-vous dans les commentaires. Surtout, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est si vous êtes en train de regarder de la vidéo, et forcément c'est ce que vous êtes en train de faire, je suis en train de faire de la palissade, n'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à mettre votre pouce, j'espère qu'il sera vert et pas rouge, mais n'hésitez pas à mettre votre pouce vert, et puis n'hésitez pas plus largement à partager la vidéo le plus largement possible, si vous le voulez, sur votre site, sur votre page Facebook, etc. Faites ça pour nous, c'est toujours sympa et on a plaisir justement à avoir cette propagation de nos vidéos, ça veut dire que finalement on fait des bons tests. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, à bientôt, ciao ciao.